Eh bien, on va continuer avec un nouveau plateau qui va parler de territoire, on va dire, mais on va rentrer dans le détail avec Madame Valérie Gomez-Bassac, députée et porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et je vais souligner quelque chose. J'ai essayé d'avoir beaucoup de monde et j'ai eu une seule femme, c'est vous. Alors, je voulais en parler. On peut commencer par la parité. Moi, je Voilà. suis d'accord. On va en parler 5 minutes. Sur toutes les tables. Voilà, avec monsieur Arnaud Évrard, qui est délégué régional d'Alliance Assurance, parce qu'il y avait une question qui me trottait dans la tête et je voulais la poser, donc je la poserai. Je crois qu'on a la même question. On a la même question. Je crois que je suis comme Madame la députée, je suis le seul assureur à avoir répondu présent ce soir. Voilà. On a la chance d'avoir Christian Simon, maire de Lacros, et Gilles Russe, directeur de développement et commercial du marché aux fleurs de Hyères, et monsieur Michel Guérard, président du marché aux fleurs à Hyères, et horticulteur, si je ne me trompe pas, et viticulteur aussi à Lacros. Donc Lacros d'un côté, les assureurs et le national de l'autre. Mais par contre, merci d'être là parce que vous êtes la seule femme. Merci. Et on en est désolé. Non, On mais en est moi désolé. je suis flattée, écoutez, vous m'avez invité, je suis venue dans cet endroit mythique, donc je suis ravie et puis j'ai ravie de vous retrouver également. Je garde un beau souvenir de notre rencontre. Merci. Donc on va commencer par la dame, peut-être. On va commencer par la dame, donc on va parler de territoire. De territoire. Parlons des territoires. Donc Madame le député, je vais commencer par vous. Vous êtes donc la seule femme, et puis on va faire un peu de galanterie. Il y a un vaste plan de soutien qui existe pour soutenir les TPE, PME. Je crois qu'il y a aussi aujourd'hui un soutien pour les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, tout à fait. Donc nous avons traversé une crise sanitaire sans précédent qui a forcément des conséquences économiques et sociales et des conséquences qui vont arriver parce que j'ai bien peur que ce ne soit pas fini. Et il est apparu vraiment important pour le gouvernement et pour les parlementaires que nous représentons, les citoyens que nous représentons, d'assurer la continuité de l'économie. Donc ça a été fait à travers différents projets de loi de finances rectificatifs qui ont été votés les uns après les autres. Nous en sommes au 3e pour essayer de donner les moyens aux entreprises et aux collectivités de faire face à cette crise. Alors pourquoi? Parce que certaines entreprises ont dû complètement arrêter leurs activités, d'autres la diminuer, d'autres ont subi la crise sanitaire. Donc il y a différentes mesures qui ont été prises, vous en avez déjà parlé, je ne vais pas les développer, mais c'est un étalement des charges, une remise des charges ou une exonération des charges selon les secteurs d'activité. Ce sont aussi des fonds, des fonds importants qui ont été attribués dans l'horticulture, je crois qu'on est à 35 millions il me semble. Il y a également dans le tourisme, et il y a également dans l'aéronautique. Alors essayer aussi de relancer l'économie, mais de permettre aussi la transition écologique, c'est le pari qui est lancé par le gouvernement, et tout le monde va en ce sens-là. En ce qui concerne les collectivités locales, c'est 4,5 milliards donc, qui ont été également mis sur la table, donc ça va arriver, hein, tout n'est pas encore débloqué, tout n'est pas encore voté, et c'est également 1 milliard qui a été abondé dans différents fonds pour essayer de les aider. Pourquoi? Parce que les collectivités locales ont dû également faire face à des dépenses très importantes pour gérer le Covid par rapport à tout ce que nous avons dû imposer. Et maintenant, il faut les aider. Et puis les collectivités locales sont également des acteurs économiques importants sur le territoire. Donc complètement dédié aux collectivités locales pour organiser des manifestations, pour c'est surtout pour les aider au niveau économique et pour les aider encore une fois à faire face à tout ce qui va se passer. Et puis pour les aider aussi à relancer l'économie parce que ce sont ils font également des commandes publiques importantes, donc ça veut dire aussi des entreprises qui en bénéficient, donc c'est vraiment déterminant. Monsieur le maire, alors on a parlé d'un plan de reprise justement de soutien des collectivités. Moi je sais que chaque année à Lacros, il y a un grand programme de festivités qui existe. Comment ça va se dérouler cette année pour la ville de Lacros? C'est une réelle difficulté, tout simplement parce qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui les process que l'on va pouvoir mettre en place. On sait simplement qu'on ne peut pas recevoir plus de 5000 personnes sur un spectacle. Alors sur la commune de Lacros, qui concerne ma commune, bien sûr on a peu de spectacles qui ont cette jauge, mais on prend des sécurités, donc on va organiser beaucoup de festivités un peu disséminées dans le centre-ville pour permettre aux gens de pouvoir se distraire et surtout pour redéployer une activité économique qui a manqué cruellement à nos restaurateurs et à nos commerçants de centre-ville. Donc l'idée c'est de morceler un maximum les activités pour qu'il y ait des gens qui viennent plus souvent. Je vais vous faire la réponse, c'est tout simple, c'est que je n'ai pas diminué le budget de tout ce qui est l'organisation des festivités, tout simplement pour les redéployer sur toute la fin de saison, c'est-à-dire tout l'été jusqu'à Noël. D'accord. Monsieur Grus,
Monsieur, vous êtes tous les deux donc, sur la ville de Hyères, vous êtes en horticulture, sur les mines. La période a été très compliquée pendant les 2 mois qui viennent de se dérouler. Donc qu'est-ce qui se passe? Enfin, on a revu en même temps, ça a été difficile puisqu'on a eu des difficultés à vendre les fleurs, mais en même temps on a vu un consommé plus local et de plus en plus de drive vers les clients. Comment ça s'est déroulé pour vos activités en fait? Quel bilan vous tirez de ces 2 mois et comment est-ce que vous voyez l'avenir pour vos activités? Il faut remettre les choses dans leur contexte. Le Var est le premier bassin de production en fleurs coupées français. Et au fil des années, notre production s'est orientée vers des productions plus méditerranéennes, parce que la concurrence internationale a fait qu'il a fallu s'orienter vers ces productions-là. Et on sort environ 45% de notre chiffre d'affaires entre mi-mars et la fête des mères, fin mai en général. Donc on a été impacté pendant notre pic de production. Et la concurrence en fleurs coupées aujourd'hui est internationale. Les fleurs arrivent via la Hollande, du Kenya, d'Éthiopie, d'Équateur, de Colombie, sans aucun quota et sans aucune contrainte, ni sociale ni sanitaire. Alors qu'en Europe, nous avons des contraintes sociales et sanitaires, heureusement, très importantes. Donc c'est dire si la concurrence est énorme. Donc dans ce contexte-là, c'est ce qui est négatif, mais ce qui a été très positif, c'est qu'on est quand même arrivé à commercialiser, au début à l'export, ensuite sur des sites de vente en ligne qui pouvaient le faire, en grande distribution aussi, puisqu'ils avaient le droit de vendre, et puis ensuite des fleuristes en drive et en livraison. Mais ce qui a été très positif derrière ces 2 mois, c'est que ce qui était déjà sensible depuis quelques années de vouloir consommer français, parce que consommer plus propre, consommer en défendant des emplois, c'est devenu quelque chose de très important pendant ces 2 mois, réellement très important. Donc les fleuristes, quand ils ont voulu redémarrer, c'était je veux consommer français, je veux vendre français, est-ce que je peux avoir des fleurs de chez vous? Vous pensez que ça va continuer je veux être très positif. On disait tout à l'heure que voilà, il faut l'être. Hein. Il faut l'être, mais le 31 décembre, il y a beaucoup de gens qui commencent un régime et beaucoup qui s'arrêtent de fumer, et qui reprennent très vite, n'est-ce pas? Ouais. Donc dans ce contexte-là, j'ose espérer, parce qu'il n'y a pas eu que le Covid. Avant le Covid, il y a eu des inondations de partout. Avant le Covid, il y a eu des incendies de partout. Et ça, on mesurait déjà une sensibilité du consommateur, parce que c'est pas forcément le commerçant. Le commerçant va faire du chiffre, mais c'est le consommateur qui va insuffler une orientation. C'est le consommateur, et les consommateurs jeunes de préférence, qui insufflent ça vers des commerçants. Et aujourd'hui, on a réellement l'impression qu'il y a un courant. Il y a un courant dans ce sens. Et je veux rester positif, il faut que ça continue. Il faut que ça continue. On n'achète pas de la fleur, on n'achète pas des boulons. On défend des emplois. Moi, je suis convaincue, je suis assez près de la filière viticole et horticole, et c'est vrai que je connais vos problématiques. Il y a eu la grêle, il y a eu le gel, le problème pour assurer le gel, notamment en matière d'horticulture. Ah, c'est un petit peu... J'alimente le débat. Et c'est vrai que vous avez besoin d'aide, parce que déjà, il y a un savoir-faire. Cet après-midi, je suis allée rendre visite à une personne qui produit des roses, hein, donc qui plante des roses et qui est vraiment une spécificité sur 4 hectares, enfin vraiment un acteur économique important. Il faut l'aider parce qu'il ne va pas s'en sortir. Il s'est pris le gel, c'est une catastrophe, quoi, et c'est à Carnoul. C'est vrai que pour alimenter le débat, vous lancez bien la question. Du coup, je pense que notre assureur sur le plateau voit arriver gros comme un camion la question. C'est moi qui la pose. C'est moi qui la pose. Non, en fait, je voulais juste lui dire, est-ce qu'on lui pose la question qui fâche ou pas, en fait? Oui, il faut la poser, sinon je vais me fâcher. Où est la perte d'exploitation? Sinon, je vais me fâcher parce que vous n'allez pas me la poser. Où est la perte d'exploitation? Vous faites bien de me poser cette question, parce que et je vais remettre un peu aussi, comme monsieur, le débat par rapport à 2 choses essentielles en matière de droit. Et je pense qu'il faut revenir sur ce sujet. La perte d'exploitation et les contrats aujourd'hui se basent par rapport à la mutualisation et l'aléa. C'est ce qu'on appelle la mutualisation et l'aléa. Malheureusement, le Covid... alors qu'est-ce que c'est la mutualisation? La mutualisation, c'est simple, c'est tout le monde paye une prime d'assurance pour pouvoir payer des sinistres. L'aléa, c'est tout le monde participe également à payer une prime d'assurance pour pouvoir assurer
un aléa climatique comme on le disait tout à l'heure, ou un aléa climatique pour la grêle ou pour le gel, et également, quand ces deux critères sont remplis, on peut payer ce qu'on appelle la perte d'exploitation. Ça, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, avec le Covid, on n'était plus sur une mutualisation et un aléa. Mais il y a bien quand même un précédent, parce qu'il y a déjà une compagnie d'assurance, pour ne pas la citer, qui vient d'être condamnée justement à verser une perte d'exploitation. Pour ne pas la citer, alors, je ne suis pas le président d'AXA, surtout pas d'abord. Donc on la cite pas. Je ne veux pas la citer, mais je suis chef d'entreprise déjà, agent général d'assurance. C'est un métier qui est mal connu. Je ne suis pas une compagnie d'assurance, mais plutôt un agent général d'assurance. Concernant cette compagnie, il existe aujourd'hui sur des contrats, 20 000 contrats apparemment sont concernés chez AXA, 20 000 contrats de restaurateurs, c'est bien précis. Dans ces 20 000 contrats, 1500, un peu moins de 10% de ces 20 000 contrats ont ce qu'on appelle un intercalaire, c'est-à-dire on a tous un contrat d'assurance avec des dispositions générales, des dispositions particulières, et à l'intérieur, on peut y mettre des intercalaires. Il y a certains restaurateurs qui avaient souscrit, par rapport en payant une prime supplémentaire, à cet intercalaire pour pouvoir être assuré contre la pandémie. Aujourd'hui, il est important de s'assurer dans les contrats d'assurance et les contrats le stipulent bien dans les dispositions générales, que certaines garanties comme la guerre ou la pandémie ne prennent pas en compte ces garanties pour quand il y a ce genre de choses. Pour faire court, quel conseil on peut donner aux chefs d'entreprise pour savoir s'il peut bénéficier d'une perte d'exploitation si jamais on resubit une catastrophe comme celle qu'on vient de connaître? Qu'est-ce qu'on lui peut lui donner comme conseil pour être certain qu'à la limite les assurances pourront couvrir? Alors, il y a déjà le conseil fondamental, et je le répète à chaque fois qu'il y a un sinistre parce que c'est important. Votre agent général doit être présent, parce qu'on connaît bien notre territoire, on est proche des chefs d'entreprise. On doit être présent pour expliquer chaque année ce qu'il y a dans un contrat et comment fonctionne un contrat. Et il faut que les chefs d'entreprise prennent du temps pour y regarder. Donc dans les contrats, dans les dispositions générales, c'est écrit en clair, en gros, c'est pas écrit en tout petit, ça peut être écrit en gras, en rouge ou en bleu, de façon lisible. Est-ce que vous êtes assuré pour telle ou telle chose? Ça, c'est la première chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% des contrats d'assurance sont assurés en perte d'exploitation, quand on a ce qu'on appelle un dommage direct, incendie, dégâts des eaux, etc. 100% sont assurés sur la partie incendie. Donc, il y a déjà quelque chose qui est important. Et puis, dernière chose, c'est qu'on n'a pas attendu la fin du Covid, puisque mi-avril, Bruno Le Maire a demandé aux compagnies d'assurance de se pencher sur le sujet assurantiel. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui commence à sortir un peu de terre, ça s'appelle la CATEX. La CATEX, c'est les catastrophes exceptionnelles. Je reprends un peu ce qui s'est passé en 82. En 82, les catastrophes naturelles n'étaient pas assurées. De plus en plus, on connaît des événements climatiques pour lesquels on est assuré pour les catastrophes naturelles climatiques. Donc aujourd'hui, on se base par rapport à ce qu'il existe sur les catastrophes climatiques pour coller et essayer de faire la même chose pour ce Covid et pour, à l'avenir, pouvoir indemniser les 2,9 millions de TPE qui sont aujourd'hui dans la même situation que la mienne. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous inspire cette explication? Vous avez eu des entreprises qui ont dû quand même bien subir cette catastrophe. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette dernière intervention? Je pense qu'il va falloir que toutes les entreprises dans notre secteur, secteur viticole aussi, se mettent autour de la table et discutent vraiment avec les assureurs. Parce que je pense qu'il y a une forme d'incompréhension qui s'est établie et surtout de très mauvaises explications. Il y a des façons de s'assurer qui sont crédibles et aujourd'hui il y a malheureusement très peu de gens qui s'assurent pour des histoires de coûts, alors que je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux si on arrivait à se mettre autour d'une table. Il n'y a pas de relecture des contrats non plus. Il n'y a pas de relecture des contrats annuels tous les ans. Non. Il faut qu'on vous l'explique. Il faut qu'on vous l'explique. C'est notre rôle en tant qu'agent général. En général, ce qui se passe au niveau de l'entreprise ou du particulier, on prend la prime d'assurance, c'est combien le moins cher? Voilà, on cherche. C'est la première des bases. Après, quand on veut réellement être assuré, on paye un peu plus cher et on est réellement assuré. Et surtout, je vais défendre l'agent, puisque depuis des années, je passe par des agents. Donc,
L'agent est là pour ça, pour passer 1 heure ou 2 heures ou 15 heures, ça tout dépend du contrat, et pour bien expliquer, bien comprendre la demande de la personne qui n'a pas besoin d'assurer des bijoux, mais a besoin d'assurer des murs ou un meuble particulier. Voilà. Et dans une entreprise, c'est la même chose. Voilà. Mais puisqu'on en est à parler des territoires, je voudrais quand même poser une question à Monsieur le maire. Dites-moi, Monsieur le maire, depuis votre première élection, quelle a été la pierre angulaire du développement de votre commune? Puisqu'il faut quand même parler un peu des territoires et de nos communes. On a la représentante d'une commune, parlons-en. Quelle a été la pierre angulaire du développement économique de votre commune? C'est très simple, ça a été l'adhésion à la métropole. C'était une agglomération au départ, tout simplement parce que c'est notre bassin de vie. Il y a de la formation, il y a des transports. Ça a pu permettre un développement économique puisque nos zones d'activité, je sais qu'il y a Laurent Falaise qui va intervenir tout à l'heure, qui est un des présidents d'une zone d'activité sur la commune de Lacros, ont pu s'y développer. Je suis très fier d'avoir des très grosses entreprises qui sont installées. Il y a le siège social de la TLV, elle va intervenir tout à l'heure. Il y a les établissements Bringuier qui travaillent énormément sur l'horticulture et sur le vin puisque c'est eux qui transportent tous ces produits. Et le développement économique, bien sûr, il faut qu'on soit ensemble très fort. Moi, je suis très heureux d'avoir adhéré à Toulon-Provence Méditerranée. D'ailleurs, on l'a bien vu, Hubert Falco nous a réunis la semaine dernière avec tous les chefs d'entreprise pour essayer de trouver des solutions pragmatiques de terrain pour aider à ce développement. Alors le développement, il ne passe pas aussi que par les entreprises, il passe aussi par la qualité de vie, par de l'aménagement de centre-ville. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est le développement économique de nos centres-villes qui ont des difficultés. Donc moi, je fais des choix et beaucoup de communes font ces choix d'améliorer la qualité de vie en créant des parcs en centre-ville pour y associer les commerçants qui puissent y travailler, redéployer de l'habitat de qualité en centre-ville, du stationnement parce que c'est très important. Voilà, donc la pierre angulaire, elle est là. L'aménagement du territoire, c'est un habitat de qualité, des services, du commerce et travailler tous ensemble. L'intérêt d'agrandir le territoire, c'est de permettre d'ouvrir aussi des perspectives aux entreprises qui sont sur votre commune. Oui, alors agrandir le territoire, alors c'est sûr que quand l'ACRO a adhéré à Toulon-Provence Méditerranée, tout le monde a regardé, nous avons beaucoup de fonciers disponibles. Sachez quand même que je suis très attaché à la conservation de nos terres agricoles. Ma commune a 50% de zones agricoles. La moyenne départementale est de 12 à 14%. Donc on a un redéploiement. Tout ça passe aussi par le travail qui sont faits par les filières. Moi je travaille énormément avec les filières horticoles ou viticoles, par la qualité, par un label. Aujourd'hui on a la Fleur de France, on tourne vers un IGP. Donc ça c'est très important. Et notre territoire a tous ses atouts. Moi je revois, depuis 2008 je suis élu à la ville de Lacros, je revois une reprise agricole. Alors ça a été sans doute grâce à la pivoine, certes, mais aussi aux rosés de Provence, qui ont fait d'énormes efforts dans la qualité, la filière figue, qui aussi a un label. Donc vous voyez, tout ça avance. Et bien sûr, bon, là on a vécu cette crise. Vous me permettrez quand même, avant de céder la parole, d'avoir une pensée parce qu'aujourd'hui, tous les professionnels de santé qui ont manifesté aujourd'hui, je tiens quand même à les remercier du travail qu'ils ont fait pendant toute cette période où nous avions des difficultés, des peurs, et moi je tiens à les féliciter. Justement, donc on a beaucoup parlé du soutien au monde agricole. Vous avez peut-être des mots à rajouter concernant les actions qui ont été mises en place pour soutenir ce secteur agricole il faut vraiment que les actions soient collectives et c'est vraiment de la responsabilité de chacun. Donc c'est vrai qu'il faut quand même parler des assurances dès le début du Covid. Vous avez quand même débloqué beaucoup de fonds pour justement abonder davantage au niveau des contrats. Moi j'ai envie en effet que les discussions soient réouvertes parce que la manière dont aujourd'hui les professionnels sont assurés, ça ne va pas avec la réalité du terrain. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir. Moi, aujourd'hui, on n'a parlé que du gel qui n'arrive pas à assurer sur leurs fleurs. Et ça, c'est une vraie problématique. Et quand je vous entends, on dirait qu'il n'y a pas de problème. Donc, il faut parler de ça. Il faut parler des viticulteurs qui mettent des filets et qui diminuent le risque donc de dégâts. Et donc, ils devraient payer des primes un peu moins importantes ou alors sur des surfaces plus importantes. Et c'est pas du conflit. Il ne faut plus rentrer dans des conflits. Il faut qu'ensemble, nous trouvions des solutions. Moi, pour travailler dans ces secteurs depuis 3 ans, je crois que maintenant, je commence à bien connaître, notamment le domaine des pivoines. Et donc, je crois qu'il faut vraiment que ce soit ensemble que nous
puissions travailler. Là, au niveau des collectivités locales, donc c'est la dotation de solidarité en soutien d'investissement pour les collectivités locales, donc qui a été abondé d'1 milliard supplémentaire. Moi, sur ma circonscription, je ne peux pas dire tous les chiffres parce qu'ils ont été donnés aujourd'hui, donc je ne veux pas en avoir la primeur, mais en attendant, sur ma circonscription, c'est 2 millions qui ont été octroyés aux collectivités. C'est énorme. Et c'est vrai ce que vous disiez, c'est l'importance aussi de se regrouper. C'est-à-dire que moi, j'ai la communauté d'agglo, donc la Provence Verte, dont le président est Didier Brémond, avec qui je travaille parfaitement bien, et on arrive à mener de belles actions que j'arrive à soutenir au niveau national parce qu'on travaille ensemble au-delà de nos appartenances politiques. On a eu Action Cœur de Ville 1,4 million, ça a permis de redynamiser Brignoles. Donc il faut connaître son territoire, il faut travailler ensemble. Et si tout le monde comprend ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et là il y a un redémarrage donc, à faire. Ce que vous dites semble susciter une réaction de la part du pouvoir. Une réaction, on va dire, sympathique, hein. Ne vous en faites pas. J'ai eu peur. Surtout dans ce Non, domaine. parce que j'ai pour habitude quelquefois de monter dans les tours, mais ce soir c'est pas le cas, c'est très amical et c'est très agréable. Non, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes bien placé, vous êtes député, on a rencontré Madame Mauborgne il y a peu de temps. Aujourd'hui, c'est bien, il y a des aides qui sont mises en place par le gouvernement, il y a le PGE, il y a la région. Il y a 25 millions d'euros qui sont établis pour l'horticulture et c'est 17 500 entreprises avec plus de 400 millions de pertes en très peu de temps. Donc, mais au-delà des aides, ça fait 35 ans, 40 ans que je fais ce métier. Chaque fois qu'on a eu des aides, c'est parce qu'il y avait une catastrophe et c'est très compliqué de pouvoir accéder à ces aides parce qu'il faut faire énormément de papiers. Moi, je préfère, au-delà des aides, je préfère avoir plus d'ambition que ça. Et aujourd'hui, pour l'horticulture, je parle, c'est de devenir vraiment européen. Nous, on a sauvé notre saison, Gilles vous l'a dit, grâce à l'Europe, parce que le marché français était totalement fermé et on a pu travailler avec l'Europe parce qu'il y avait des commerçants qui ont réussi à aller vers ces marchés. Donc, et aujourd'hui, l'horticulture n'est pas inscrite dans aucun programme. Le programme national est lamentable, excusez-moi de vous le dire. Non, mais il y est depuis des décennies, hein, je ne le prends pas pour mon gouvernement. D'ailleurs, oui, tout à fait. Mais j'ai fait partie de certaines instances, je me suis toujours battu sur ça et je vois que le résultat est pas à la hauteur. Heureusement que le Var s'est pris en charge, a développé des produits avec une bonne image. On a développé la fleur de France, la fleur du Var. Mais aujourd'hui, notre ambition, c'est vraiment d'accéder à cette partie européenne en devenant un accédant au plan opérationnel. Et aujourd'hui, vous touchez la production, le commerce, l'environnement, la recherche et la commercialisation, la communication en même temps. Alors là, pour le coup, vous touchez mon domaine vraiment de prédilection puisque je travaille sur le marché intérieur et donc sur l'Union européenne. C'est vraiment mon sujet. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un marché économique unifié, mais que nous avons des marchés qui sont complètement morcelés, qu'il faut travailler là-dessus. Il y a trop de barrières et nous, en France, on en a rajouté encore et encore et encore. Donc on n'a pas de marché unifié. Je suis d'accord avec vous. Il faut absolument, pour les PME, pour les TPE et dans tous les secteurs d'activité, je dirais qu'il y a une véritable dynamique européenne, sinon on ne s'en sortira pas. Et en face, il y a les États-Unis et la Chine, hein, donc c'est une nécessité, mais alors là ça me pose aucun problème de parler sur ça. C'est vrai, vous vouliez avoir une réaction par rapport à ce qui a été dit précédemment aussi? Oui, par rapport aux aides, parce que j'ai entendu beaucoup d'aides de l'État, on a parlé de perte d'exploitation, Madame la députée en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir qu'aujourd'hui les compagnies d'assurance ont mis dans le fonds qui a été prévu par le gouvernement 3,2 milliards d'euros dans ce fonds-là. C'est pas neutre, c'est des compagnies privées, hein, on parle pas de l'État, donc des compagnies privées. Sur le secteur, et je rejoins monsieur le maire, par rapport au secteur hospitalier, il faut savoir que dans nos cabinets d'assurance, on a fait l'effort et on a, pour tous ceux qui ont travaillé, qui étaient assurés dans nos cabinets, qui ont travaillé pendant le Covid, on a remboursé des primes d'assurance. C'est-à-dire que voilà, on a remboursé 1, 2, 3 mois de cotisation auto. Par rapport à s'adapter, je vous rejoins tout à fait, on a réussi rapidement, mais il faut encore aller plus loin, à s'adapter. C'est-à-dire que tous les professionnels de santé qui étaient à la retraite, qui sont repartis dans les hôpitaux pour aider pendant ce Covid, on les a assurés parce que vous savez qu'une fois que vous êtes à la retraite, vous êtes assuré pour votre trajet
privée pour aller au restaurant ou aller voir des amis, mais plus pour des raisons professionnelles. On s'est adapté, on a pu rapidement changer les contrats d'assurance. Donc voilà, et des aides ont été formulées et dans nos cabinets d'assurance, on a et bien évidemment aider aussi nos professionnels parce que si aujourd'hui on les aide pas, on se tire une balle dans le pied parce que nous aujourd'hui on travaille avec eux et c'est notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que dans 3-6 mois les boîtes qui n'auront pas survécu, eh bien, malheureusement ça nous fera du chiffre d'affaires en moins. Donc voilà, on est avec vous messieurs, là on est tous ensemble. Sur la période on va y arriver, hein. Ouais. Sur la période qu'on vient de connaître, en fait, on a un peu l'impression que les Français ont redécouvert le goût du local, le goût de la proximité, de la livraison en direct. Vous pensez que ça va durer ou vous pensez qu'on va reprendre le même monde que celui qu'on avait avant? J'ai bien peur qu'on retourne vers le monde qu'on était avant. On commence à le revoir déjà aujourd'hui. Quand on va voir nos commerces de proximité dans les centres-villes, où certains, les commerces de bouche, les bouchers, les boulangers, qui ont très bien travaillé au moment du Covid parce que les gens avaient peur d'aller dans les grandes ou les moyennes surfaces, aujourd'hui on sent qu'il y a à nouveau une migration vers les grandes surfaces. Alors les grandes surfaces font aussi partie des personnes qui aussi peuvent faire contribuer au dynamisme territorial. Local. C'est là qu'il va falloir avoir un travail. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix que toutes ces grandes enseignes travaillent beaucoup plus avec la localité. Surtout qu'on a des produits de qualité ici. Hein. Donc c'est pas la peine d'aller les chercher dans les pays étrangers où des fois même ils n'ont même pas les mêmes contraintes que nous, phytosanitaires ou dans la qualité des produits. Donc c'est quelque chose de très important. Il va falloir essayer d'inciter. Alors nous les communes on va le faire par de la communication, mais on a intérêt aussi à énormément travailler sur ces sujets. Après, je crois qu'on revient sur quelque chose de proximité. Je vais prendre mon cas personnel. J'ai jamais eu autant de pivoine pendant les 3 mois de confinement à la maison. 5-6 bouquets. Voilà, ma femme était ravie. J'ai jamais mangé d'aussi bons poissons comme du bar. En fait, on a tellement tiré vers le bas. On a tellement tout tiré vers le bas qu'on s'était plus aperçu qu'il y avait de la bonne viande chez notre boucher, qu'il y avait de jolies fleurs à proximité. Du bon poisson. Non, c'est parce qu'on a retrouvé le temps aussi de découvrir les bonnes choses. C'est ce que j'allais dire. Aussi, je pense qu'il y a une question de temps. Enfin, il faut du temps pour faire ses courses, pour aller chez les différents commerçants. Vous allez dans un supermarché, vous avez tout à portée de main. Donc c'est à nous d'apprendre à prendre du temps. Et après, il y en a beaucoup qui sont venus vers nous aussi. Il y en a beaucoup qui sont venus vers nous. Qu'est-ce que dit Gilles, qui est quand même directeur développement du marché aux fleurs, qui n'est pas une petite entreprise? Qu'est-ce que dit Gilles de tout ça? J'essaie d'observer, en sortant du cadre professionnel, j'essaie d'observer ce qui se passe autour de moi. Mais pas que depuis 2 mois. Pas que depuis 2 mois. Je pense qu'on va se prendre une belle claque dans la tête. Parce qu'on a tous plus de 40 ans, hein, autour de la table, largement. Oui. Hors taxe. Hein. Mais on va se prendre une bonne claque dans la tête par nos enfants, hein, qui ont 25-30 ans. Parce que observez-les consommer, non pas depuis 2 mois, mais sensiblement, de plus en plus, propre, sain, local, depuis, pas des années, mais depuis 1 an, essayez de mesurer autour de vous, là, ce qui se passe avec vos enfants, ou les amis de vos enfants. Et je suis très optimiste, hein, parce que demain, on vendra des fleurs à ces jeunes, et on commence à leur en vendre. Dans les restaurants, c'est eux aussi qui vont devoir y aller. Autour des terrasses, c'est eux aussi, c'est l'avenir. Et d'abord, on n'a pas le droit de leur laisser une planète dans cet état. On travaille dans un secteur qui est l'agriculture en général, et ce qui se passe dans l'agriculture alimentaire déteint, je parle au niveau de tout ce qui est sanitaire, pour l'horticulture non comestible, c'est-à-dire la fleur coupée et la plante en pot. On a utilisé pendant des années, pour traiter nos cultures, des poisons, réellement. Aujourd'hui, l'Europe en a pris conscience. C'est un mouvement qui va se mettre en place forcément, non pas sur 1 an ni sur 2 ans. Ce qu'on appelle l'économie responsable aujourd'hui. Complètement. Mais j'essaie de me mettre à la place de mes enfants. Lorsque j'avais leur âge, 28-30 ans, je n'avais pas du tout cette réaction-là. Pas du tout. Et aujourd'hui, quand je les vois évoluer leurs amis,
Ils sont formatés comme ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, on nous appelle de plus en plus à la transition écologique, à la fois dans notre démarche, sur les territoires, dans nos entreprises. Donc aujourd'hui, si jamais on veut vraiment réfléchir au monde de demain, la transition écologique, il va falloir qu'on y réfléchisse de plus en plus sérieusement. Vous savez que sur les produits phytosanitaires, vous avez des lobbying extraordinaires, comme dans le pharmaceutique. Mais imaginez le lobbying de la population qui a 30 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je vous garantis qu'ils ne feront pas de cadeaux. Ils ne feront pas de cadeaux à ce niveau-là, et on devra réagir. On a déjà réagi. On va quand même demander un petit mot d'optimisme à notre assureur. C'est vrai. Moi l'optimisme, c'est que demain, si malheureusement on devait revenir dans la même situation, c'est qu'on puisse aujourd'hui répondre favorablement et avoir la possibilité d'assurer la perte d'exploitation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un projet qui est en cours, je pense qu'il va sortir de terre. Et j'invite vraiment, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, chacun posez la question à votre agent général d'assurance qui est proche de vous, qui connaît bien votre entreprise, qui connaît bien votre business. Prenez du temps pour au moins s'assurer que vous êtes bien assuré pour l'ensemble des garanties. J'espère que le mien est bien assuré, parce que là, il vient d'avoir un accrochage avec un scooter. Je viens de recevoir le texto. Aïe, aïe, aïe. Que me dit Michel Guérard, président du marché aux fleurs, en termes d'optimisme? Déjà, je dirais que monsieur de l'Impact, Eric, est sous nos toits et c'est la plus grosse entreprise en toiture en milieu urbain en photovoltaïque. Donc déjà, on a attaqué le correctement environnemental. Mais optimisme, je pense qu'il faut l'être. Si on baisse, l'horticulture a été condamnée il y a 40 ans, on est toujours là. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à penser qu'on peut être condamné et avoir de l'optimisme pour demain. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se regarder en Méditerranée. Moi, c'est bien d'être varois, mais je crois que la Méditerranée, c'est un peu plus large et il faut qu'on soit les meilleurs en Méditerranée, dans notre secteur. Voilà. Gilles, un petit mot d'optimisme devant ton président? Mais je l'ai été jusque-là. En parlant de génération qui ont poussé, j'étais très optimiste, je trouve. D'accord. Bon. J'étais exceptionnellement optimiste, je pense. Mais on se doit de l'être. On se doit de l'être. Je crois que tout à l'heure, c'était le directeur du casino de hier, les Palmiers, oui, qui disait, on a du mal à entendre parce qu'il était tourné, mais qui disait, en tant que chef d'entreprise, on n'a pas le choix, il faut aller de l'avant. Voilà, c'est un message optimiste. Christian? Il ne faut pas le faire n'importe comment. Alors, moi, la réponse, elle est simple. Est-ce que vous connaissez un élu qui n'est pas optimiste? On vient de passer des élections municipales sur lesquelles je me suis présenté. C'est parce que je suis un optimiste et que j'ai envie de faire aller les choses vers l'avant. Donc moi, je suis très optimiste malgré les difficultés. On y arrivera. Je veux dire, moi, j'adore travailler avec... on parlait de l'agriculture avec les filières. J'adore travailler avec mes chefs d'entreprise, avec mes commerçants. J'adore être avec mes administrés, tu me connais, oui, et tu sais que je suis un homme de terrain. Les gens sont en général plutôt optimistes. On est des râleurs, mais on est optimistes. Madame Gomez-Bassac, puisque... Moi aussi j'ai envie d'être optimiste. On a traversé une crise qui a rendu beaucoup de personnes aussi malheureuses et on s'est rendu compte aussi de la fragilité de la vie humaine et je crois que ce temps qui a été un peu un temps d'arrêt, ça fait du bien aussi parce que c'est une prise de conscience, qu'il faut se comporter différemment, réagir différemment, que la liberté est précieuse aussi parce qu'on ne l'a pas eu pendant quelques mois. Donc j'espère que tout ça va permettre d'aller dans le bon sens et puis il faut redonner un sens, lorsque nous consommons, il faut redonner un sens à toutes ces personnes qui s'investissent dans différents métiers, dans les services publics, il faut arriver à retracer d'autres priorités et en tout cas voilà, à être en soutien en tant que politique auprès de toutes ces populations. Merci messieurs et dames, parce que là on peut le dire. Merci messieurs et dames de votre intervention, d'avoir été présents et puis à un prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous.